J'ai une mission qui est pas facile parce que parce que j'étais pas là au début de cette histoire, donc des rapports entre Isabelle et la biologie de la conservation. J'y suis arrivé en 2001, en gros, enfin un petit peu avant 2001, mais véritablement complètement en 2001. Donc j'ai essayé d'essayer de construire un petit historique des principaux acteurs, enfin des premiers acteurs, pardon, de cette histoire, et aussi les principaux, je pense. Donc à partir de ce qu'ils m'ont raconté par email, des échanges de mails qu'on a depuis quelques temps là. Alors je ne vais pas pouvoir parler de tout le monde parce que c'est une longue histoire avec beaucoup d'intervenants. Vous verrez la liste à la fin en espérant qu'on n'a oublié personne. Donc c'est une histoire essentiellement de deux plantes, donc la Centaurée de la clave, Centaurée acorambosa dont Ophélie vous a un peu parlé, et puis un chou, un Brassica insularis, qui est présent en Corse, en Sardaigne et aussi avec quelques discussions taxonomiques en Sicile, mais dont vous doutez bien qu'on est absolument obligé de l'appeler le chou corse, même si de fait il n'est pas que corse. Il y a aussi d'autres espèces qui sont concernées, donc Ophélie en a un peu parlé de cette fougère Marsilea strigosa qui ressemble grosso modo à un trèfle à gratte-feuille. Il y a une autre espèce qui a été aussi, qui a intéressé aussi, qui a aussi été concernée par ces travaux, donc c'est l'alisson des Pyrénées, sur lesquels il y a des travaux qui continuent maintenant par les réserves catalanes. Et puis deux autres espèces sur lesquelles pas grand-chose n'a été fait, l'astère des Pyrénées, l'Aiguilaria siberica. Donc je vais surtout vous parler de ces deux espèces parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Alors là, autant que j'ai pu reconstruire l'histoire, l'intérêt d'Isabelle pour la biologie de la conservation s'est fait en deux temps. D'abord avec une présentation d'Isabelle et Pierre-Henri donc au cours d'un colloque, enfin d'une rencontre plus exactement. Alors bizarrement, c'est les colloques MEDPAN, donc c'est les colloques des rencontres des aires marines protégées, donc qui avaient lieu à Alicante. Et puis c'est le deuxième moment, enfin c'est la même année, hein, donc c'est pas complètement indépendant. L'autre moment important, c'était la rencontre avec Louis Olivier et Jeanne Molina. Donc Louis Olivier était à l'époque directeur du conservatoire botanique de Porquerolles, qui cherchait à monter une antenne de ce conservatoire à Montpellier, donc avec Jeanne Molina en l'occurrence, fameux botaniste local et qui travaille donc au conservatoire. Donc bien sûr Olivier Rille, ça a été un peu facile les discussions. Et donc il cherchait aussi, alors Louis Olivier est aussi important en biologie de la conservation parce qu'il a participé à l'édition de pas de petit livre, ce gros livre en fait, parce que c'est un épais livre, sur le livre rouge de la flore menacée. Alors je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de trouver des images un peu, ou même de faire une photo correcte de la couverture de ce bouquin. Donc il y a deux espèces sur la couverture de ce bouquin. Il y en a une que Sandrine a tout de suite reconnue, c'est le narcisse déclinant. Et la deuxième, c'est la Centaurée de la clave, ici. Donc il y avait aussi une prédisposition à se rencontrer. Et puis alors l'autre chose que voulait faire Louis Olivier, c'était de renforcer les liens entre les acteurs de la conservation, donc en l'occurrence botanique, et les biologistes, donc ce qui a tout de suite enthousiasmé Isabelle. Alors je vais essayer de vous raconter quelques moments clés, donc après ces rencontres, quelques moments clés de mise en application justement de ces travaux. Si vous voulez en savoir plus, il y a eu un article très complet publié par Isabelle et collaboratrices en janvier 2016 dans Evolutionary Application, où justement il y a un bon résumé de toute cette histoire, avec notamment la centaurée et le chou. Alors bien entendu, la chose un peu évidente pour nous ici, mais qui ne l'était pas à l'époque, c'est que la biologie de la conservation doit se faire avant tout dans une gestion dynamique, dans une vision très évolutive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un monsieur qui a en tout cas les photos qu'on trouve de lui un peu plus austères que celles d'Isabelle. C'est monsieur donc Chinson qui est un grand théoricien, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la définition de la niche écologique, où déjà il proposait donc cette idée de conserver non seulement les espèces, mais aussi
les acteurs et la pièce, hein, donc dans son bouquin The Ecological Theatre and the Evolutionary Play. Donc c'est tout à fait des propos qui auraient pu tenir s'ils ne les avaient pas tenus avant. Alors ça c'est un élément important puisque ça va complètement à l'encontre des grandes mesures de conservation qui font la une des médias et qui drainent pas mal d'argent, hein, dont un exemple bien connu, c'est ce grand frigo qui sert strictement à rien en termes de conservation. Alors si vous n'avez pas le temps de lire l'article de Evolutionary Application, vous avez plus simplement la possibilité de lire le regard sur la biodiversité qu'avait publié Isabelle, donc dans les regards de la SFE, la Société française d'écologie, où elle propose un agenda complet, enfin un programme de recherche complet pour lier biologie de la conservation et biologie évolutive. Donc voilà, c'est ce schéma. Et en gros, sur les espèces qu'on étudie dans l'équipe, eh ben, on a tout fait. Et si on n'a pas tout fait, c'est qu'on va bientôt le faire. Donc il y a plusieurs entrées. Et une des entrées, eh bien, c'est un peu l'entrée qui est issue de ce qui vous a été dit ce matin, hein, du travail de Harper sur la démographie, Plant Population Biology, la démographie des espèces. Donc on va commencer par étudier la démographie de ces espèces. Alors en plus, en termes de conservation, c'est important, parce que c'est à partir de ça qu'on peut définir le statut d'une espèce. Pour faire de la démographie, il faut faire du terrain. Et Isabelle avait beaucoup de qualités, mais ces qualités de naturaliste ne sont pas les meilleures. Elle était quand même capable de confondre un olivier avec l'arbre, l'olivier qui donne des olives, avec un chêne vert. Donc, pour trouver des petites plantes qui poussent sur des bords de falaise, il ne faut pas regarder dans les arbres. Hein. Donc, voilà les plantes modèles. Donc, elle avait beaucoup d'idées. Et heureusement, elle a eu des gens un peu plus compétents au niveau de travail de terrain. Donc voici les deux principaux acteurs. Donc le premier, c'est Bruno Colin, qui fait partie de ce qu'on appelle donc, le syndrome du chat perdu. Bruno Colin, donc, il a une longue histoire qui peut vous narrer quand vous le rencontrez, hein, une longue histoire de sa rencontre avec Isabelle. Donc il était un peu... Il faisait partie du groupe qui traînait un peu à Moglio, là, dont on a parlé ce matin. Mais Bruno Colin a surtout la particularité d'être passé du statut de RMiste à étudiant en thèse, grâce à la volonté, à l'envie d'Isabelle et aussi à la confiance qu'Isabelle pouvait avoir et pouvait faire aux gens. Donc ça, c'est Bruno, qui va donc être le premier étudiant en thèse à travailler sur la centaurée de la clappe. Et aussi sur les autres espèces, au départ, mais bon, assez rapidement que sur la centaurée. Et le deuxième luron, Michael Riva, qui est ici. Alors, j'oublie pas, surtout pas le lendemain du 8 mars, Maria Mayol, qui est au milieu, hein, c'est juste qu'elle est arrivée plus tard dans l'histoire. Donc, Michael, le deuxième luron, donc, qui est catalan, qui donc ne pouvait pas venir ce soir puisqu'il est très fatigué de la fête d'hier soir. Donc, il est de Barcelone et Michael avait fait une thèse justement sur la régénération, enfin en partie, pas que sur ça, mais sur la régénération des chênes verts. Donc lui, il sait reconnaître un chêne vert d'un olivier. Et puis, il était un peu déçu, en tout cas, de ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il faisait avant, parce que ça manquait un peu de biologie évolutive, en fait, tout ce qu'il avait fait. Donc il s'est pointé à Montpellier, il avait vaguement entendu parler de quelqu'un qui était un peu intéressé par ces histoires de conservation, de biologie, et de biologie des plantes et de biologie évolutive. Donc il a rencontré Isabelle et il a démarré un postdoc en même temps que Bruno commençait sa thèse. Il a démarré un postdoc à la sauce un peu de l'époque, hein, c'est-à-dire sans financement, sans rien, et c'était parti. Donc voilà, ils sont partis ils se sont lancés tous les deux sur ce programme avec plusieurs espèces, mais notamment sur la centaurée. Alors, de la démographie, ça consiste tout simplement à faire des placettes permanentes, à cartographier les individus. Donc ça a commencé en 1994 pour la centaurée, en 1998 pour le chou. Ce sont deux programmes, le chou corse, ce sont deux programmes qui continuent, qu'on maintient, malgré les absences de financement, mais auxquels on tient, en tout cas, auxquels Isabelle aussi tenait, parce que ce sont des programmes
dont la valorisation ne pourra se faire que sur le très long terme. Juste quelques informations. En juin 2016, pour la Centaurée, on a un jeu de données avec 6122 individus, donc avec l'histoire de vie de 6122 individus, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Donc si vous avez des idées pour utiliser ce jeu de données, vous êtes les bienvenus, ils sont à votre disposition. Et pour le chou, on a 1666 individus. Alors on a moins d'individus pour le chou, c'est pas parce que les Corses sont des feignants, hein, c'est juste parce que la biologie de l'espèce fait qu'il y a moins de régénération de plantules en fait, donc il y a moins d'individus nouveaux comparé à la Centaurée. Alors, faire des quadras, c'est pas suffisant. Donc voilà à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc il faut cartographier tout ça. Donc ça, c'est un petit échantillon de ce qu'on trouve sur le terrain concrètement après les germinations donc sur la Centaurée. Donc là, vous avez une grande plante de Centaurée, une rosette de Centaurée. Et puis là, vous avez toutes ces petites plantules de ces germinations de Centaurée. Et tout le souci, c'est comme il faut il faut individualiser chaque individu, il faut avoir une cartographie très fine de tout ça pour essayer de retrouver les individus. Et là, il y a pléthore d'anecdotes sur les méthodes proposées par Isabelle pour essayer de cartographier au mieux le mieux, donc justement pas au mieux, au plus rapide, ces ensembles. Donc elle a essayé de nous faire prendre des photos comme ça, ce qui est tout à fait inutile après sur le long terme, pour retrouver les individus. Un moment, je me souviens, on avait discuté de l'utilisation du GPS submétrique. Alors à l'époque, les GPS submétriques, je ne sais pas où on en est la technologie actuelle, mais à l'époque, à la fin des années 90, le GPS submétrique, grosso modo, il fallait 20 minutes par point. Donc quand vous avez une centaine de plantules, voilà, ça demandait du temps qui était... bon. Bref, la méthode du papier, du crayon, du mètre ruban reste la méthode la plus efficace pour l'instant. Donc ça désespère un peu tous ses collègues, bien sûr, quand il faut cartographier ça, mais c'est le passage obligé. Heureusement, on a des chercheurs catalans qui sont beaucoup plus volontaires et pour qui ça pose absolument pas de problème. Donc avec de la démographie, on fait des modèles démographiques tout à fait classiques, en fait, où notamment ça nous permet de calculer des taux de transition entre des stades. Donc c'était assez plaisant pour Isabelle parce que ça correspond aussi à un formalisme, une certaine formalisation mathématique qui a un côté un peu rassurant. Et puis l'autre particularité de nos travaux, donc je vous ai dit qu'on avait une histoire sur le long terme avec une valorisation qui sera sur le long terme, mais on a aussi une autre valorisation, c'est qu'en fait on est dans une situation où on va pouvoir normalement, voir si nos prédictions sont exactes. C'est bien ça. Faire de la prédiction puis tester si ça marche ou pas. Donc ça, c'était les taux de croissance des populations de Centaurée tels que publiés alors pas dans la thèse d'Hélène, issus de la thèse d'Hélène Fréville, dont je parlerai tout à l'heure, mais dans un article dans Ecology. Donc avec les taux de croissance des populations, donc je vous rappelle que si c'est supérieur à 1, c'est que la population croît, si c'est égal à 1, la population est stable, si c'est inférieur à 1, c'est que ça se casse la gueule. Et à côté de ça, vous avez des probabilités d'extinction. Donc on avait des probabilités d'extinction fortes à 25 ans. Donc ça a commencé en 1994, donc on approche de ces 25 ans, donc on va pouvoir voir si ça marche, si l'espèce et les populations, plutôt les populations, vont bien s'éteindre. Donc quand on rajoute des séries de données, on a l'impression que ça tend vraiment à se casser la gueule. Donc ça, c'est toujours nos taux d'extinction, nos taux de croissance. Je ne vais pas recalculer les probabilités d'extinction, mais ce n'est pas très important. Quand on regarde les dernières données, en fait, on a des taux de croissance qui sont très très faibles. C'est-à-dire que les populations sont bien en train de se casser la gueule. Et si on regarde la série temporelle, donc c'est ce que vous avez ici, donc avec des pas de temps, le taux de croissance des populations, ça c'est les différentes populations. Donc on a de la variation interannuelle, donc c'est ce que est en train de traiter donc ASPA actuellement, c'est les causes de cette variation interannuelle sont notamment liées à des facteurs climatiques, et on voit très bien donc le patron général de déclin des populations et aussi de l'espèce. Et l'autre point qu'on est en train de développer maintenant, c'est de regarder ce qui se passe après. Donc là, je me suis arrêté en 2012-2013, mais en fait, on a les prédictions, on a les données jusqu'en 2016, et on est en train justement de faire des prédictions sur le plus long terme.
Donc c'est un peu la boîte centrale du graphique que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Donc c'était de prédire ces conséquences démographiques, notamment en utilisant les prédictions climatiques, des changements climatiques, donc tout simplement les modifications de température, précipitation pour la région méditerranéenne, et de voir comment ça allait influencer les taux de croissance de nos populations. Alors on a aussi une autre approche dont a parlé brièvement Ophélie ce matin, sur les changements de stratégie de reproduction de cette espèce, de traits d'histoire de vie chez cette espèce. Donc ça nécessiterait beaucoup plus de temps pour vous expliquer. Et puis en plus, c'est juste tout début, donc on n'est pas encore très sûr d'où on va aller avec ça. Alors les autres entrées possibles dans cet agenda de recherche, c'est le suivi de la diversité moléculaire neutre. Donc Isabelle a été recrutée à l'Université de Montpellier comme professeure de génétique des populations, donc il fallait faire de la génétique des populations. Donc c'est ce qu'elle a fait, et pour ça, sur la Centaurée, donc c'est Hélène qui a développé, ça avait déjà été commencé avec Bruno sur des électrophorèses de protéines, mais ça a pris complètement son envol donc avec l'arrivée d'Hélène Fréville. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'elle était déjà passée avant par le domaine de Boggio. Et donc après, elle a continué sa thèse sur la Centaurée. Alors la Centaurée, alors on va voir aussi que c'est aussi le cas pour le chou, hein. La Centaurée représente éventuellement un bon modèle de métapopulation. Donc voilà, ça c'est une photo aérienne d'une partie de l'habitat du massif de la Clappe. Hein. Donc on a des falaises ici, qui sont ces bords de falaises, et la Centaurée occupe uniquement ces bords de falaises. Et tout autour, il y a une matrice paysagère qui est très défavorable. C'est de la pinède, du pin d'Alep, hein, très défavorable, ou éventuellement des zones cultivées, très défavorable à la présence de Centaurée. Donc on a un habitat qui est très défini. C'est vraiment un modèle insulaire, hein, avec des espaces, des habitats favorables. C'est du 1-0, hein, il n'y a pas de... Et donc effectivement, il n'y a pas de Centaurée ailleurs que sur ces bords de falaises. Ce qui fait que les populations, pardon, donc là c'est une toute petite échelle, hein, l'échelle a disparu, mais grosso modo, d'ici à là, vous avez 200-300 mètres à vol d'oiseau. Donc, les distances la plus importante, c'est un peu plus de 1 km à vol d'oiseau. Donc, on est à des échelles géographiques très restreintes. Alors, en plus, c'est très pratique pour ça, parce qu'en une journée, on peut voir tous les individus si vous marchez très vite. Donc, on a des populations qui sont très délimitées dans l'espace. Et il y avait, alors, semble-t-il, il y a eu des discussions entre Ophélie et Isabelle pour voir si c'était vraiment un bon modèle de métapopulation. Alors c'est un bon modèle de métapopulation parce que les espèces sont bien définies. On va voir qu'elles échangent peu de flux de gènes, mais c'est un mauvais modèle de métapopulation parce qu'en fait il y a peu d'extinction. Dans la métapopulation, il faut aussi que cette dynamique d'extinction-recolonisation, et heureusement, en tout cas pour l'instant, les populations s'éteignent peu. En tout cas, on n'observe pas d'extinction de population, on n'observe pas donc de patron d'extinction-recolonisation. Alors pour le chou corse, il se passe exactement la même chose, mais à une autre échelle géographique, à l'échelle de la Corse. Donc là, vous avez les points, ça localise la plupart des populations qui sont connues. Il y a des petits spots de temps en temps. Et c'est pareil, donc ce chou, donc, il est sur des bords de falaises, donc il y a des habitats qui sont très spécialisés, et donc avec peu d'individus entre ces populations. Donc encore des espaces, des populations qui sont bien définies. Donc on a fait des estimations de structuration de population pour voir si effectivement ces populations étaient bien isolées les unes des autres. Donc vous avez ici les résultats pour la Centaurée, en dessous pour le chou. Donc vous voyez avec des niveaux de structuration qui sont assez importants. L'autre particularité sur la Centaurée, c'est qu'on a un suivi génétique, enfin un suivi temporel de la diversité génétique. Et pour l'instant, bien qu'on observe une chute démographique assez importante des populations, il n'y a pas d'effet sur le niveau de structuration. Alors l'autre élément qui va un peu avec ce point, c'est bien sûr les patrons d'isolement par la distance et les échanges de gènes. Donc la Centaurée, encore une fois, un système qui est à des échelles géographiques très réduites, mais malgré ces échelles géographiques très réduites, on a un très beau patron d'isolement par la distance, donc un équilibre en migration, flux de gènes et dérive, alors que le chou corse,
bien les Corses s'en font un peu qu'à leur tête et on a quelque chose de complètement plat. Donc il n'y a pas très peu d'échanges de gènes entre ces populations. En tout cas, il n'y a pas d'équilibre migration-dérive. Alors l'autre approche, c'était de regarder un peu le suivi de la diversité génétique non neutre, cette fois-ci, plutôt que de se focaliser uniquement sur la diversité génétique neutre. Et ça, il y a une série de travaux assez importants qui ont été faits sur le chou, pour des raisons qu'on comprend tout à fait. C'est que il y a une littérature assez importante sur les systèmes d'auto-incompatibilité dans le genre Brassica, un genre où il y a des plantes cultivées, ce qui n'est pas du tout. Puis en plus, ils ont un système d'auto-incompatibilité plus simple que la centaurée, enfin que les astéracées. Donc c'est le travail notamment qui a été réalisé. Donc là, il y a une équipe, une dream team de rockers, de rockstars. Donc David Carbonel, Christophe Petit, et donc le travail de Sylvain Glémin, où il a pu montrer que les niveaux de structuration pour des allèles d'auto-incompatibilité étaient beaucoup plus faibles que les niveaux de structuration des allèles, enfin des microsatellites, donc des marqueurs neutres. Je vais y arriver. Alors, donc il y a encore beaucoup d'éléments dans cette boîte. Encore une fois, je vous ai dit, je ne pourrais pas tout vous détailler parce que l'histoire serait beaucoup trop longue. Il y a un dernier élément, c'est le suivi de la diversité des traits quantitatifs, donc pour essayer de voir donc, notamment les histoires on en a parlé un peu ce matin, de comparaison QST-FST, de voir s'il y avait des phénomènes d'adaptation locale. Donc là, je ne vais pas vous en présenter beaucoup de résultats, juste à voir. Donc pour ça nécessite de faire des protocoles en conditions contrôlées, donc avec des systèmes de famille tout à fait classiques, donc notamment comme c'est le cas ici à Porquerolles. Alors le problème qu'on a, là on a un problème méthodologique sur ces espèces rares et protégées, c'est que par définition les espèces rares et protégées, il y a peu d'effectifs, donc pour construire ces protocoles qui nécessitent beaucoup d'effectifs, on est assez limité, et puis ces espèces sont protégées, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire des quantités de graines forcément assez importantes. Ce qui fait qu'en fait, les protocoles qu'on a pu mettre au point là-dessus, il y avait peu d'individus, et comme il y avait peu d'individus, les manips étaient assez vite faits, et du coup, les gens qui étaient en mission avaient du temps pour faire autre chose, plutôt que de mesurer des plantes. Donc voilà, je vais conclure sur ça. Donc je vous rappelle que il y a toute cette vision, tout cet agenda de recherche pour lier biologie de la conservation et biologie évolutive, ou biologie des populations et biologie de la conservation, comme vous voulez. Donc comme il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Comme il y a beaucoup de choses qui ont été faites, pardon. Oui, je voulais juste finir par cette diapositive qui a déjà été exprimée à d'autres moments sur le concept de suicide évolutif, donc qui est issu du travail de Bruno Colla, mais qui reste toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'en fait ces espèces, notamment la centaurée de la clappe, possèdent un certain nombre de traits associés à ces aptitudes à la colonisation, qui en fait la conduisent de fait dans une spirale, dans un vortex évolutif, et qu'en fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, elle est quasiment perdue. Donc, beaucoup de choses ont été faites pour traiter ce problème. Donc, beaucoup de gens ont participé, donc notamment ici aux travaux sur la centaurée, donc avec un sexe ratio quasiment équilibré. Pour le chou, le sexe ratio est un tout petit peu plus déséquilibré, mais quand même toujours beaucoup de monde. Alors, pour les autres espèces, la liste est plus courte, normal, parce que les travaux ont été moins longs, mais elle n'est peut-être pas complète, hein, donc s'il y a des gens qui sont concernés, je veux bien qu'ils me donnent l'info. Et pour finir, alors je vais juste finir sur cette diapositive, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la façon de travailler d'Isabelle. Donc il y a eu cette histoire des chats perdus. Alors moi je vais faire une autre analogie, c'est une analogie de joueur de pétanque. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'Isabelle était une grande joueuse de pétanque, enfin en tout cas les rares fois où on a joué ensemble, ou l'un contre l'autre. Mais quand on joue à la pétanque, et quand on ne sait pas très bien jouer à la pétanque, on jette une boule et puis on verra bien ce qui se passera. Mais l'important c'est que même si on est mauvais joueur, enfin mauvais,
pas mauvais joueur, mais pas très bon à la pétanque, de toute façon, chaque boule va compter dans le jeu. Chaque boule a une importance dans le jeu, même si elle est mal placée, elle peut contribuer d'une façon ou d'une autre au résultat. Donc, les gens que Isabelle a lancés un peu dans la recherche, chat perdu ou chat pas perdu d'ailleurs, ben c'est un peu le même cas. Elle les lançait comme ça, et puis on verrait bien ce que ça donnerait. De toute façon, je pense qu'elle était convaincue que chacun participerait et apporterait quelque chose au résultat final. Merci.